Les estivales de la question animale. En 2022, en France, il y a eu 720 000 naissances humaines. La même année, 680 millions de poulets ont été abattus. Si on suppose qu'il y en a autant qui sont nés, ça signifie qu'il y a eu, cette année, 1000 fois plus de naissances de poulets que de naissances d'humains. Dans le monde, même si les estimations sont incertaines, il y aurait quelque chose comme 100 000 milliards de poissons sauvages. Donc, pour représenter ce que cela signifie, imaginez si en violet c'était l'ensemble des poissons du monde. Les sardines, les anchois, les flétans, les poissons abyssaux. Eh bien, ça veut dire que l'humanité serait contenue dans ce petit carré en haut à gauche, un petit carré jaune. Nous ne sommes quantitativement rien. Mais je pourrais aller plus loin. Est-ce que les insectes sont sentients ? Alors, ça reste une question relativement ouverte, mais on a des indicateurs qui montrent que c'est probable. Je vous renvoie sur cette méta-étude de 2022 qui étudiait cette question. Et donc, imaginons que les insectes soient sentients. Combien sont-ils ? Ben là, rebelote, imaginez, en violet, c'est l'ensemble des insectes du monde, tous les individus. Toute l'humanité serait contenue dans un petit pixel jaune, en haut à gauche, que vous ne voyez pas, mais je vous assure qu'il y est. Nous ne sommes quantitativement rien. La cause animale, c'est avant tout une affaire de nombre. Ce qui caractérise les animaux, au-delà du fait qu'ils soient sentients, qu'ils ressentent le bien-être, le plaisir, qu'ils ressentent la souffrance, qu'ils aient des désirs, c'est leur nombre. Quand on parle d'animaux, on ne parle pas de 2 chiens et 3 chats. On parle d'une communauté gigantesque. Et gigantesque aussi est l'ampleur des préjudices qu'ils subissent. Quand on parle de 80 milliards de poulets abattus par an, de 1000 milliards de poissons pêchés sur les chalutiers, de 25 000 milliards de crevettes, ce sont des proportions absolument aberrantes. Mais il faudrait peut-être se poser la question, très bien, c'est impressionnant, mais est-ce que le nombre, ça a une importance ? Est-ce que la souffrance de 1000 individus, c'est 1000 fois plus important que la souffrance d'un individu ? Est-ce que le fait que les animaux soient si nombreux, ça compte finalement ? Est-ce qu'il faut prioriser les causes qui impactent le plus d'individus ? Autrement dit, quel est le poids moral du nombre ? Je pense qu'une façon de raisonner sur cette question, c'est de créer ce genre de graphique. Ce graphique, il représente en abscisse à l'horizontale le nombre d'individus affectés par quelque chose. Ça peut être le nombre d'individus qui meurent, le nombre d'individus qui souffrent, le nombre d'individus à qui on a entravé les droits. Et en ordonnée, en vertical, c'est l'importance morale qui en découle. C'est à quel point c'est bien, à quel point... la valeur, j'ai dit que c'était que des valeurs négatives, ça peut aussi être des valeurs positives. Ça peut être le nombre d'individus qui sont heureux. Je ne me prononce pas vraiment sur les valeurs qu'il y a derrière là. Et en ordonnée, c'est l'importance morale. À quel point c'est grave, à quel point ça compte, à quel point on devrait le prendre en compte. Imaginons par exemple que l'on tienne ce genre de position. Ça signifie qu'un individu, ça a une importance morale, mais cette importance n'est pas plus grande quand le nombre d'individus augmente. Mais ça peut avoir des conséquences très concrètes. Imaginons par exemple à la question « Faudrait-il sacrifier des animaux de laboratoire pour étudier leurs facultés de conscience ou leur comportement, pouvoir découvrir des choses à leur sujet et éventuellement mieux les défendre après sur le plan institutionnel ?» Si on se base sur cette courbe, on dira non, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce que sauver un animal ou en sauver 1000, ce serait équivalent d'un point de vue moral. Or, on considère généralement que sacrifier un animal pour en sauver un, c'est immoral parce qu'on considère que créer du mal, c'est pire que de le laisser faire. Il vaut mieux laisser un préjudice se produire que le causer nous-mêmes. Mais au contraire, si on se basait sur ce genre de courbe, si on disait que l'importance morale, elle est proportionnelle au nombre d'individus, on aurait une toute autre réponse. Parce qu'on serait beaucoup plus enclin à sacrifier peu d'individus pour en sauver beaucoup. Cette morale qui dit que l'importance est proportionnelle au nombre, je vais l'appeler la morale du nombre. On pourrait l'appeler le proportionnalisme, mais je pense que c'est relativement clair. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut suivre cette morale du nombre ? Mais avant tout, j'aimerais qu'on se pose la question, pourquoi cette morale du nombre, elle n'est pas forcément très intuitive et pourquoi elle ne va pas... Pourquoi est-ce que ça peut en rebuter plus d'un ? Pourquoi est-ce que cette morale du nombre, elle n'est pas forcément très sexy ? Mais en fait, déjà, elle est très vertigineuse.
Elle est très vertigineuse parce qu'elle nous incite à penser que la cause animale serait beaucoup plus importante que toutes les causes humaines, parce que, je vous le disais, les humains ne sont qu'une infime minorité des êtres sentients. Mais ça implique aussi que les animaux que l'on défend aujourd'hui, c'est principalement des mammifères, des oiseaux, voire des poissons. Mais si les insectes étaient sentients, ce qui est probable, ou imaginez si les copépodes, qui sont des petits organismes microscopiques qui composent une majorité du zooplancton marin, et c'est des organismes extrêmement abondants, imaginons si on découvrait qu'ils étaient sentients. Ou les nématodes, qui sont des petits vers millimétriques plus ou moins transparents, et c'est probablement les animaux les plus abondants sur Terre. Imaginons s'ils étaient sentients. Ça veut dire qu'au milieu de ça, les vertébrés ne représenteraient qu'une infime minorité. Ils n'auraient qu'un poids très 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 faible. Et ça, c'est tout de même un petit peu vertigineux, je trouve. Alors, on pourrait objecter que, admettons que ces créatures soient sentientes, peut-être qu'en fait, elles le seraient à un degré moindre, et donc qu'individuellement, elles auraient moins d'importance. Parce que si ce sont de petits animaux, peut-être qu'ils souffrent moins parce qu'ils ont un petit cerveau, peut-être qu'ils ont des comportements plus simples. Alors, on n'a pas trop de réponses à ce sujet. Il y a 2 articles qui ont traité la question, et en gros, ce que disent ces 2 articles, c'est que c'est pas évident. C'est pas évident que moins on a de neurones, moins on endure la souffrance, par exemple, intensément. Donc, les petits animaux, s'ils existaient, on aurait quand même une grande raison de leur donner un très grand poids si on adoptait une morale du nombre. Autre chose qui peut rebuter cette morale du nombre, c'est qu'elle nous incite à prioriser les causes impactant le plus d'individus. Or, il n'est pas forcément très agréable de prioriser les causes. Ça nous dirait que l'élevage intensif, c'est beaucoup plus important que lutter contre la corrida, que l'aquaculture ou la pêche serait beaucoup plus importante que les orques dans les parcs aquatiques. Et le truc, c'est qu'on n'aime pas prioriser, et plus que ça, on vient quand même beaucoup de milieux de gauche, où le discours, c'est plutôt défendre les minorités. Il serait très mal vu d'affirmer que certaines causes vaudraient moins parce qu'elles impacteraient une minorité. Alors, une petite chose quand même à dire, c'est que même, c'est pas parce qu'une cause a l'air de n'engager que peu d'animaux qu'elle va réellement n'engager que peu d'animaux. Par exemple, si on met fin à la corrida, ça va sauver les taureaux, mais ça peut aussi envoyer un message symbolique fort qui est qu'on n'utilise pas les animaux, on ne les tue pas pour un divertissement. Et ça peut avoir éventuellement plus de retombées en termes culturels. Mais surtout, ce qui rend cette morale du nombre pas forcément très attrayante, c'est, pour ainsi dire, qu'elle va à l'encontre de notre psychologie. Et là, je vais me baser sur un article de Paul Slovic de 2007 qui s'intitule « If I look at the mass, I will never act ». Si je regarde la foule, je ne vais pas agir. La question que s'est posée Paul Slovic, c'est pourquoi les crimes de masse n'engagent pas forcément une réaction à la hauteur du désastre ? Pourquoi l'Occident est-il si peu intervenu lors du génocide rwandais ? Pourquoi est-ce que les médias parlent-ils beaucoup plus de faits divers que du massacre du Darfour qui se produisait à l'époque et qui impactait plusieurs centaines de milliers de personnes ? Alors, il y a évidemment plusieurs raisons, mais l'une des raisons, ce serait lié à la psychologie morale. Il faut se dire que, on a tendance, souvent les psychologues catégorisent le système de pensée en 2 systèmes, les systèmes 1 et le système 2. Le système 1, c'est un système plutôt rapide, automatique, intuitif, qui ne demande pas d'effort, qui fait souvent appel aux émotions, ce qu'on appelle couramment l'intuition. Et il y a le système 2, qui est un système plus lent et qui implique plus d'efforts. C'est ce qu'on appelle la réflexion, la délibération, le raisonnement. Les opinions morales, les jugements moraux peuvent être basés sur le système 2 ou sur le système 1, mais dans une grande partie des cas, ils sont plutôt basés sur le système 1. Donc ça, c'est ce qu'ont montré des chercheurs au début des années 2000, comme Jonathan Haidt ou Daniel Kahneman, qui montraient que un grand nombre de jugements moraux, en fait, ils étaient très rapides, ils étaient automatiques, ils impliquaient une forte charge émotionnelle. Si on voit dans les médias une grand-mère s'est faite tabasser par une bande de jeunes, on va tout de suite ressentir de la colère ou de l'indignation ou de la compassion à son égard et on juge directement que c'est immoral. Or, le truc, c'est que notre réponse affective, elle n'est pas proportionnelle au nombre d'individus. On n'est pas 10 fois plus ému lorsqu'il y a 10 individus qui sont morts que quand il y en a un. Et donc, si on devait représenter
l'importance que donne notre système 1 au fait de sauver un certain nombre de vies, on n'aurait pas une ligne droite, mais on aurait plutôt une courbe qui se ratatine à mesure que la population grandit. Elle se ratatine parce qu'à un moment, on atteint nos limites cognitives, on n'est pas capable de s'émouvoir infiniment pour un nombre infiniment élevé. Et même, on n'est même pas capable de se représenter un nombre aussi grand. Pour citer Anne Villard dans un de ses livres, la Chine compte aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants, à son époque. Pour avoir une idée de ce que cela représente, prenez-vous vous-même dans toute votre singularité, votre importance, votre complexité, votre amour, et multipliez-le par 1,2 milliard. Vous voyez ? On ne voit pas. Pas du tout. Mais en fait, c'est pire que ça. Il y a une expérience de 2005 qui a consisté à présenter à une partie des participants la situation suivante. Un enfant est très malade, il a besoin de médicaments très coûteux pour être sauvé, il faudra emmagasiner au total 300 000 $ pour le sauver. Une autre partie des participants leur a dit que c'était 7 enfants qui étaient malades, et de même, pour les sauver les 7, il fallait emmagasiner 300 000 $. Donc la même somme, mais pour en sauver beaucoup plus. Et à la fin, on demandait aux participants, est-ce que vous voulez contribuer à votre hauteur personnelle, et si oui, à quel niveau ? Les résultats, c'est que les participants donnaient moins quand il y avait 7 enfants en jeu que quand il n'y en avait qu'une. C'est assez perturbant tout de même. Ça signifie qu'on attribuerait moins d'importance à 7 vies qu'à une. Et en fait, ça signifie que ce modèle que j'ai présenté, il ne se vérifie pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas toujours plus d'importance à un nombre plus élevé. Et ce qu'ont proposé les chercheurs, c'est plutôt ce modèle suivant, qui est qu'un individu, ça a de l'importance, mais si on augmente le nombre d'individus, notre système 1 y perçoit moins d'importance. C'est ce qu'ils ont appelé une chute de la compassion, un compassion collapse. Et ça, en fait, ça peut se comprendre parce qu'un individu, c'est une entité psychologiquement cohérente, on peut s'y identifier. Un groupe, c'est moins cohérent déjà, on peut moins identifier psychologiquement à un groupe qu'à un individu. Et si on parle d'un nombre ou d'une statistique, c'est encore pire, ça devient carrément abstrait. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas être surpris si la morale du nombre peut parfois être contre-intuitive, parce que justement, elle va à l'encontre de la manière dont notre psychologie intuitive fonctionne. Mais maintenant, la question c'est, est-ce qu'il faut adopter cette morale du nombre ? Mais il y a quand même un grand avantage avec cette morale du nombre, qui dit que l'importance est proportionnelle au nombre d'individus, c'est que elle préserve l'égalité des valeurs au niveau individuel. Chaque individu compte pour 1. Pour vous l'illustrer, imaginez si on dit que le nombre n'importe pas. Donc ici, sauver l'individu bleu, une super boule, vous voyez, ça aurait autant d'importance que sauver l'individu jaune et l'individu rouge. Donc le nombre n'importe pas, qu'on en sauve 1 ou 2, c'est pareil. Le truc, c'est que, on est d'accord que sauver l'individu bleu ou le jaune, c'est équivalent. Il n'y a pas à préférer l'un à l'autre du moment qu'ils ont les mêmes intérêts. Et on est aussi d'accord que sauver jaune et rouge, c'est plus important que sauver jaune tout seul, sinon ça voudrait dire que rouge n'aurait aucune importance. Qu'on le sauve ou pas, ça ne vaut rien. Et si on accepte ces deux prémisses, par transitivité, sauver les individus rouges et jaunes, c'est plus important que sauver le jaune, qui est équivalent à sauver le bleu. Autrement dit, il vaut mieux sauver rouge et jaune que bleu. Et ça, si on refuse cette prémisse, soit on conteste les règles mathématiques, soit on dit que soit l'individu bleu ne vaut pas l'individu jaune, ou alors qu'on sauve jaune ou jaune ou rouge, c'est la même chose. Mais dans tous les cas, ça implique une inégalité de considération des intérêts au niveau des individus. On pourrait adopter une position moins extrême qui dirait que, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, l'importance morale, elle croît, mais pas proportionnellement au nombre d'individus. Il y a une sorte ça se ratatine. Mais le problème, c'est que si on adopte cette éthique, torturer un individu, par exemple, ce serait grave, mais en torturer 2, ce ne serait que légèrement plus grave. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le deuxième, il a moins d'importance ? Pourtant, la souffrance qu'il expérimente, c'est la même.
pourquoi est-ce qu'il devrait moins contribuer à la gravité totale de l'acte que le premier? Et si on continue comme ça, le 10e individu, c'est la dernière flèche violette, ça voudrait dire que ce 10e individu, qu'il soit torturé ou pas, ça ne rajouterait que peu de gravité dans la situation globale, alors qu'il aura subi la même chose que le premier. Donc il y a une sorte d'arbitraire, ça veut dire qu'on n'accorderait pas le même poids aux individus selon qu'ils soient seuls ou selon qu'ils soient entourés d'autres. Et ça c'est bizarre, parce que a priori, le tort que je reçois, que si je meurs ou si je souffre, que je sois seul ou entouré de plein d'autres, j'ai subi le même préjudice. Le grand avantage de cette éthique du nombre, c'est que puisqu'il y a une relation de proportionnalité, chaque individu compte pour un, et il n'y a pas à privilégier certains par rapport à d'autres. On préserve, on est cohérent avec l'égalité des valeurs au niveau individuel. Voilà. On en tue un, c'est grave, on en tue deux, c'est 2 fois plus grave. Il n'y a pas ces problèmes, ça résiste aux objections du style les individus ne se valent pas tous. Alors, une objection qui peut venir lorsqu'on présente ce raisonnement, c'est que alors déjà, un truc, c'est que la morale du nombre, ça implique que l'égalité au niveau individuel a pour conséquence que les groupes ne se valent pas, tout simplement, si l'effectif de leur groupe n'est pas le même. On ne peut pas à la fois dire qu'un luxembourgeois a la même importance qu'un chinois et dire que tout le peuple luxembourgeois a autant d'importance que tout le peuple chinois. Si on disait que les deux peuples avaient autant d'importance, alors proportionnellement, rapporté à chaque habitant, un luxembourgeois vaudrait beaucoup plus. Ça implique aussi que les espèces ne se valent pas forcément. L'ensemble des pigeons, j'ai pas de mal à le dire, que l'ensemble des pigeons a beaucoup plus d'importance que l'ensemble des pandas, parce qu'il y a beaucoup plus de pigeons que de pandas. Si on disait que les deux valaient autant, chaque panda aurait une importance démesurée, ce qui est une grave entrave à l'égalité de considération au niveau individuel. Alors ça c'est un raisonnement très individualiste, ce que je vous propose. C'est-à-dire que le tout, c'est la somme des parties. Ce qui fait la valeur d'une population, c'est la somme des valeurs de ses habitants. Ce qui fait qu'un massacre, c'est immoral, c'est la somme des immoralités de tous les individus pris en somme. Or, on pourrait aussi adopter une position plutôt holiste. Alors le holisme, c'est un terme un peu générique, mais ça signifie en gros qu'il ne faut pas chercher à décomposer le problème en somme de parties. Voilà, faut juger un tout. Et une formule clé du holisme, c'est que le tout vaut plus que la somme des parties. Ce qui ferait la valeur d'un peuple, ou d'une population, ou d'une espèce d'après le holisme, ce serait non seulement la valeur de ces individus, mais ce serait en plus des valeurs supplémentaires qui sont liées au groupe. Par exemple, l'identité d'une nation, ça aurait une valeur en soi, la culture, ou l'histoire, ou le territoire, ça aurait une valeur en soi, indépendamment des individus. Bon, admettons que l'on parte d'une position holiste. Ça ne justifie pas d'adopter une courbe décroissante. Parce que ça signifie concrètement que l'importance morale, que le tout, ça vaudrait moins que la somme des parties. Ce n'est pas holiste friendly. Ce que dirait un holiste, c'est plutôt quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire l'importance d'une population, c'est à la fois l'importance des individus, donc c'est toute la partie linéaire proportionnelle que j'ai représentée en bas dans le diapo, et on aurait en plus des valeurs supplémentaires qui sont liées au groupe, le fait de former une identité, le fait d'avoir une histoire, etc. Et donc, massacrer une population, d'après un holiste, ce serait grave non seulement pour ses habitants, mais d'autant plus grave qu'on détruirait l'identité de ce groupe. Donc en fait, le holisme, c'est pas tellement... C'est une déviation à la morale du nombre, mais en fait, c'est une déviation qui va amplifier cette morale du nombre en amplifiant l'importance des grandes populations par rapport aux petites. Et du moins amplifier l'importance d'un groupe par rapport à un individu pris isolément. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qui peut rendre cette morale du nombre contre-intuitive, c'est souvent nos limites cognitives. C'est qu'on n'est pas capable d'appréhender la misère d'un peuple. On n'est pas capable de se projeter dans toutes les têtes. C'est qu'on a des limites, on ne peut pas percevoir la réalité derrière un nombre. Or, est-ce que les limites cognitives, c'est vraiment un bon argument pour refuser la morale du nombre? Pour donner une analogie, notre peau, elle est sensible à la température. Je peux vous dire au doigt mouillé s'il fait plutôt 10 degrés, 20 degrés ou 30 degrés.
Mais ça, c'est vrai dans des gammes de température relativement restreintes. Si je mets ma main sur une plaque chauffante à 10 000 degrés, je doute que mon estimation de la température soit très fiable, parce que j'aurais complètement excédé mes capacités sensorielles. Je serais allé complètement au-delà de ce que je peux faire de la gamme sensorielle où je suis plutôt fiable. Je pense que... Et puis, imaginons, c'est pas 10 000 degrés, mais 10 millions de degrés, je pourrais pas faire la différence entre les deux, et ce serait pas très fiable de se fier à mon ressenti quand je touche la plaque. Surtout que peut-être que j'hallucinerai. Vous avez peut-être expérimenté ça, parfois quand on se brûle trop, on a plutôt une sensation de froid. Donc peut-être qu'en fait j'aurai une sensation de froid très momentanée si je me brûle trop, c'est possible. Et je pense que nos intuitions, on peut faire la même pensée, c'est-à-dire que nos intuitions morales sont souvent plutôt fiables pour juger ce qui se passe à l'échelle de l'individu, pour nous faire réaliser l'absurdité de faire tourner un taureau dans une arène en le décorant de couteau, pour nous faire réaliser l'horreur d'asphyxier un poisson vivant sur le chalutier. Mais lorsqu'on parle de population, de nombres gigantesques, de 10 000, de 1 million d'individus, là, notre intuition, elle est complètement dépassée. Et je pense que dans ce genre de cas, elle n'est plus forcément très très fiable. Mais il y a quand même un souci avec cette éthique du nombre. Et pour montrer ce problème, je vais vous l'illustrer avec une petite expérience de pensée. Imaginez, vous êtes face à deux boutons. Si vous appuyez sur le bouton de gauche, vous infligez un mal de tête à tous les humains, 8 milliards d'humains, pendant 30 secondes. Si vous appuyez sur le bouton de droite, vous infligez un mal de tête à un humain toute sa vie. D'ailleurs, je me rends compte que c'est pas très dur d'infliger un mal de tête à tous les humains. Il faut faire le tube de l'été que tout le monde déteste, c'est sur YouTube. Autrement dit, le choix, c'est est-ce qu'il vaut mieux concentrer la souffrance sur un individu ou la répartir sur une grande population? Qui pense parmi vous qu'il vaudrait mieux appuyer sur le premier bouton et répartir sur une grande population? Qui pense qu'il vaudrait mieux le concentrer sur un seul individu? Et qui ne sait pas? Il y a quand même une majorité de gens, comme je l'avais prédit, qui choisissent la première option. Alors même que si on fait le calcul, 30 secondes multipliées par 8 milliards d'individus, ça fait 7600 années de souffrance cumulée. Sauf que je pense que plusieurs intuitions peuvent nous mener à privilégier l'option 1. Déjà, peut-être un sentiment d'équité, on trouve que c'est pas juste de tout mettre sur le dos d'une seule personne. Le fait aussi qu'on soit peut-être inconscient du nombre, on est inconscient de ce que signifie vraiment 8 milliards d'humains. Mais je pense qu'il y a aussi une autre intuition qui est que si on regarde le problème à l'échelle de l'individu, le nombre, ça n'a pas tellement d'importance. Si on est animaliste, si on est scientiste, si on donne de l'importance aux animaux, c'est bien pour ce qu'ils subissent en tant qu'individus. Si je juge que c'est mal qu'un porcelet soit castré à vif, c'est bien parce que le porcelet le ressent individuellement comme quelque chose de grave. Du point de vue du pauvre humain qui va souffrir, qui aura un mal de tête toute sa vie, parce qu'il vit, c'est atroce, on lui aura gâché sa vie. Alors que si on prend la perspective de n'importe quel humain parmi les 8 milliards qui ont eu un mal de tête de 30 secondes, de leur perspective, c'est complètement anodin. Et donc, d'après ce raisonnement, il vaut mieux être l'un des 8 milliards d'humains dans la population que l'individu à qui on aura fait mal de tête toute sa vie. Et donc, si on adopte une approche plutôt, on regarde la perspective de l'individu, vaudrait mieux privilégier la première que la deuxième. Alors, je pense que cette objection, en fait, l'objection, ça dit que les souffrances de chacun, elles ne sont pas cumulées. Nos expériences, il n'y a pas une entité globale qui accumule les expériences de chacun et qui les ressent individuellement. Nos sensations ne sont pas mélangées dans une grande marmite. C'est ça le truc. En fait, la morale du nombre, elle ferait abstraction de l'inhérente subjectivité de nos vies. Que faut-il penser de cette critique? Je pense qu'elle est tout à fait entendable, mais il me semble qu'il y a aussi un problème de cadrage. Je pense que ce que dit cette critique, c'est que on compare deux populations, une population A avec plein d'individus faiblement malheureux, une population B avec un seul individu très malheureux, et donc, si on prend un individu au hasard, c'est-à-dire on prend une perspective au hasard,
Eh ben, dans le premier cas, on est sûr d'être très malheureux, d'être peu malheureux. Dans le deuxième cas, on est très malheureux. Et du point de vue d'un individu, vaut mieux être dans la deuxième situation. Vaut mieux être dans la situation A que dans la situation B. Mais le truc, c'est qu'il y a un problème de cadrage, parce que d'un côté, on s'est focalisé sur toute la population, et de l'autre, juste sur l'individu qui souffrait beaucoup. Je pense que si on voulait être un peu plus rigoureux, il faudrait plutôt comparer une population A avec que des individus faiblement malheureux, une population B avec personne de malheureux, sauf un qui est extrêmement malheureux. Et dans ce cas, si on fait le raisonnement du type, on prend une perspective au hasard et on regarde ce que ça donne, dans la situation A, on est sûr d'être faiblement malheureux, et dans la situation B, soit on est très malheureux, mais c'est très peu probable, soit on n'est pas malheureux, et c'est très probable. Et dans ce cas, ça ne me paraît pas évident que la situation B soit forcément pire que la situation A. Bon, évidemment, j'ai fait qu'éplucher une partie du débat, et je pense que beaucoup d'autres arguments pourraient être posés. Mais en première instance, je pense que la morale du nombre, elle est au moins fondée rationnellement. Mais je vous le disais, elle peut aller à l'encontre de nos intuitions. On ne considère pas forcément le nombre. Et comment faire que les humains donnent un peu plus d'importance au nombre ? Une première façon de faire, c'est d'encourager le système 2, le système réflexif, plutôt que le système intuitif. Parce que c'est surtout le système intuitif qui rend cette morale un peu déconcertante. Par exemple, l'altruisme efficace, vous en avez sûrement entendu parler dans la conférence d'avant, elle vise à prioriser les causes qui ont le maximum d'impact, et non celles qui impactent le maximum d'individus, par exemple. Et quand des organismes de l'altruisme efficace font des dons, ils ne vont pas le faire au doigt mouillé, ils ne vont pas le faire au feeling. Ils vont avoir des critères, le nombre d'individus, à quel point ce sujet est négligé. Bref, ils vont avoir une approche plutôt réflexive, ils vont avoir une approche de délibération. Même si peut-être cette cause nous plaît plus, on va quand même se fier plutôt à notre système 2 qui dit que le nombre importe plus. Une autre façon de faire, c'est de reposer les questions. Vous vous souvenez de cette étude qui montrait que les humains donnent plus d'importance à sauver un enfant qu'à poser 7 enfants ? Ça, c'est vrai si on présente l'un des deux scénarios aux participants. Mais les participants n'ont qu'une des deux versions. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle une évaluation séparée. Le participant a soit l'histoire d'un enfant, soit l'histoire de 7 enfants. Mais si on présente les deux options conjointement aux mêmes participants, dans ce cas, c'est-à-dire si on leur demande de faire un choix, dans ce cas, les gens vont plutôt prioriser le fait de sauver 7 enfants. Autrement dit, lorsqu'on présente la question sous forme d'un choix, d'un dilemme, on encourage la délibération, on encourage la réflexion, et donc plutôt le système 2. Une technique que j'ai trouvée assez stylée pour que les gens réalisent l'importance du nombre, c'est d'installer un voile d'ignorance. Alors, le voile d'ignorance, c'est un concept popularisé par John Rawls, qui consiste à se demander quelle société on voudrait, sachant qu'on peut être n'importe quel individu de cette société, mais on ne sait pas qui. On peut être riche ou pauvre, on peut être noir ou blanc, on peut être homme ou femme, on peut être diplômé ou non. Dans une version animaliste, imaginez la société, vous pouvez être un animal non humain ou vous êtes un humain. Si on raisonne comme ça, ça va nous inciter à ne pas créer des règles qui vont juste favoriser une minorité d'individus, une minorité privilégiée, parce qu'on ne sait pas si on sera cette minorité privilégiée. Et ce qu'ont fait les chercheurs dans cette étude de 2019, c'est qu'ils ont posé aux participants le dilemme du tramway, un peu réarrangé. Donc vous imaginez, un tramway est en train de passer sur des rails, il est prêt à écraser 5 personnes. Mais il y a un monsieur sur un pont juste avant, qui est suffisamment large pour que si on le pousse, elle va s'écraser, il va arrêter le tramway, il va sauver les 5 personnes. Bon, le monsieur, il va mourir. Est-ce qu'il faudrait pousser le monsieur ? Si on pose la question aux participants comme ça, un quart va répondre oui, la plupart jugeront que c'est immoral. Maintenant, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont installé un voile d'ignorance. Ils ont dit, imaginez, vous êtes dans cette situation. Vous pouvez être le monsieur sur le pont ou alors l'un des 5 individus sur les rails. Est-ce que vous voudriez que quelqu'un pousse le monsieur sur le pont ? La plupart des gens vont répondre oui.
Parce qu'il faut imaginer qu'ils ont plus de chances d'être l'individu sur les rails que celui sur le pont. Donc on a augmenté la réponse, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si on représente à ces mêmes participants le dilemme de départ, sans voile d'ignorance, juste faut-il pousser le monsieur sur le pont, donc dilemme moral, après avoir été exposé à l'étape 1, ils vont répondre oui à 38%, alors que c'était 24% tout à l'heure. Autrement dit, le fait de présenter un voile d'ignorance, ça incite les gens à avoir des positions plutôt utilitaristes et à se soucier du nombre. Donc je pense qu'on peut avoir pas mal de techniques comme ça pour rendre les nombres plus vivants. Et il ne faut pas négliger, parfois lorsqu'on présente que beaucoup d'individus sont impactés, ça peut rendre la cause un peu plus sérieuse, ce n'est pas juste le récit d'un ou deux individus. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus, le nombre n'est pas toujours très impactant. Et je vais juste terminer sur cette étude, qui est assez simple. En gros, on a présenté aux participants des récits, des descriptions d'enfants qui mouraient de faim dans des pays africains. Premier cas, la description, c'était des statistiques. On leur disait qu'il y avait X millions d'enfants qui mouraient de faim, X millions de familles déplacées. Dans le deuxième cas, c'était un récit personnel. On racontait l'histoire de l'enfant. Et à la fin, on leur demandait à quel niveau ils voulaient contribuer. Bon, sans surprise, le récit personnel marche 2 fois mieux que la statistique. Mais ce qui est intriguant, c'est que si on présente, je ne peux pas retourner en arrière, c'est très pénible. Ah voilà, si on présente le récit personnel conjointement à la statistique, c'est-à-dire les deux en même temps, là, les dons vont se remettre à chuter. C'est-à-dire, ça va être presque équivalent à si on avait juste présenté une statistique. Autrement dit, le simple fait de présenter une statistique, ça peut, même s'il y a un récit personnel, ça peut avoir un effet délétère. Et ça doit nous rappeler que l'importance d'avoir des récits d'animaux, l'importance de récolter un maximum de détails sur leur vie, sur les expériences, de raconter leur journée d'une façon qui soit à la fois attachante et captivante. Parce que le massacre a beau être énorme, on a beau exécuter des dizaines d'animaux chaque seconde, on a beau faire couler du sang par paquet, on a beau ramasser des poissons en masse, on a beau élever des insectes en masse, c'est pas toujours ça qui va réveiller les consciences. Il faut émouvoir au-delà du nombre. Il faut montrer la réalité derrière le nombre. Cette réalité, elle est là. Parce que si on dit que les nombres sont sans cœur, c'est bien parce qu'on n'a pas le cœur pour les voir. Je vous remercie. Oui, ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation, Noé. On a du temps pour quelques questions. Ouais, merci beaucoup déjà, c'était vraiment très très bien. Moi j'ai été très convaincu par la première partie qui expliquait pourquoi la morale du nombre ça compte, mais j'ai l'impression qu'après tu as dérivé sur pourquoi la morale du nombre c'est la seule chose qui compte sans trop l'expliciter, et je trouve que les expériences n'étaient pas toujours entièrement satisfaisantes. Par exemple, je ne sais pas si c'est possible de revenir sur la partie où on a une personne et beaucoup de personnes là. J'ai l'impression que... Laquelle ? Celle avec le mal de tête. Ah oui. En fait... Ouais, celle-ci. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que si à droite, on avait mis un groupe de 100 personnes qui a mal à la tête toute sa vie, je pense que beaucoup de monde aurait quand même préféré donner le mal de tête 30 secondes à tout le monde plutôt qu'au groupe. Parce que tout simplement, en fait, il y a un côté hyper arbitraire à cibler des gens toute leur vie plutôt que 30 secondes. Et ça m'a l'air d'être plus ça, la variable. Et du coup, la conclusion de ça, c'est pas tant qu'on s'identifie que aux individus, c'est juste qu'on n'aime pas, en fait, cibler arbitrairement des individus plutôt que d'autres. Et ensuite, par rapport au deuxième, les bonhommes, là, ouais, je trouvais qu'en fait, ça représentait pas tellement la situation, parce que là, on fait comme si ces bonhommes, ils étaient moyens contents toute leur vie, alors qu'en fait, ils sont que moyens contents 30 secondes. Et je pense qu'entre être moyen content 30 secondes et prendre le risque de ne pas être content toute sa vie, on préfère tous être moyen content 30 secondes. Voilà, c'était tout. Ok. Alors, en effet, il n'y a pas qu'une raison qui fait qu'on privilégie l'option 1, et je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur l'intuition d'équité, dans le sens, on trouve que c'est injuste, mais le fait,
il y a quand même une intuition sur laquelle il faudrait regarder la perspective de l'individu. Par exemple, il y a des philosophes comme Sanders qui disaient que c'était ça leur intuition derrière, c'est qu'il faut vraiment juger à l'échelle de... On prend un individu au hasard et on adopte sa perspective. Donc ça, c'est quand même une intuition qui peut être là. Je sais que moi, c'est le cas, par exemple. Je prétends pas que c'est ce qui motive premièrement tout le monde, mais ça me semblait intéressant de parler de ça. Et la deuxième question, c'était... on préfère être moyen content en 30 secondes que pas content toute sa vie. On préfère prendre ce risque. Et dans le sens, en fait, le visuel, quand on présente l'effet de cadrage, me paraissait pas représenter la situation qu'on avait mis avant, parce que là, on fait comme si on avait mis d'un côté... On fait comme si la situation était stable pour toujours dans les deux cas, alors que dans un cas, c'est que 30 secondes, alors que dans l'autre cas, c'est stable. Oui, c'est vrai que le visuel, il a plutôt l'air de dire que c'est une différence d'intensité, plus qu'une différence de durée, mais je pense que cette intuition de concentrer plutôt que de répartir, elle pourrait aussi se faire dans le... oui, il peut y avoir les deux situations, soit on joue sur la durée qui varie, soit on joue sur l'intensité qui varie, soit une expérience très désagréable à peu d'individus, soit une expérience peu désagréable à beaucoup. Je m'attendrais intuitivement à ce qu'on trouve... cette intuition, en fait, sur laquelle il faudrait juger de la perspective individuelle, elle aurait aussi sa place dans ce genre de cas. Mais oui, c'est vrai que... Merci de me le noter. Moi, même si j'ai plein de désaccords, je vais pas critiquer, je vais plutôt dire un point qui va dans ton sens. On m'entend toujours ? C'est un facteur intéressant pour lequel je pense qu'on ne se soucie pas de la morale du nombre, et un facteur qui m'influence beaucoup quand je pense à la morale, c'est que certaines études en psychologie morale ont montré que ce qui importait de la morale, c'était moins les conséquences de l'acte pour les gens que ce que ça disait de l'individu qui prenait l'action. Par exemple, alors l'exemple, je l'ai fait très vite fait, si on présente un homme dont la compagne, qui a été trompé par sa compagne, soit il bat sa compagne, soit il bat le chat, dans deux scénarios possibles. Les gens préfèrent, trouvent que c'est pire qu'il batte le chat, parce que ça montre qu'il est dégueulasse, mais trouvent que c'est moins grave de battre un chat qu'une femme. Et en fait, c'est parce que c'est plus moralement répugnant de battre le chat. Et je pense que ce que ça me dit sur la morale du nombre, c'est que potentiellement, si la morale, ça a vraiment un fort rapport au dégoût, à l'image qu'on renvoie, le fait d'aider en général est important et pas vraiment la mesure dans laquelle on aide, ou le fait de faire du mal est pas bien et vraiment pas l'étendue dans laquelle on fait du mal. Tuer une personne, c'est horrible, dégueulasse, et on n'est pas horrible, dégueulasse fois 1000, c'est juste ça montre une sale personne, c'est moins les conséquences qui comptent. On dirait que c'est ce que dit la psychologie morale en tout cas. Mais j'irais même encore plus loin, c'est que le fait de donner de l'importance au nombre, ça peut aussi nous renvoyer l'image qu'on est froid, qu'on est un peu utilitariste, qu'on ne raisonne pas avec notre cœur. Et ça peut être même dévalorisé. Je sais qu'il y a des études, en tout cas, qui ont montré que le fait d'aider efficacement, le fait de faire des dons sur la base de la délibération plutôt que sur notre cœur, ça pouvait rendre les gens qui faisaient ça, on les jugeait moins bons, moins réputés.